commencer par une question un petit peu classique. Présentez-vous un petit peu rapidement sur votre parcours, votre taille d'équipe, comment vous avez structuré les choses, et après on essaiera d'entrer un peu dans le détail. Est-ce que tu veux commencer? Bonjour à tous, je m'appelle Camille de Ipanema, je travaille chez Electra, directrice commerciale pour la France. On est une entreprise, on est un CPO, donc un opérateur de bornes de recharge électrique. On contribue à la décarbonisation de vos routes, de nos routes. Aujourd'hui, on est présent dans 9 pays, on est à peu près 260, je dirais, à la louche. Bonjour, je m'appelle François de Froment, je suis Head of Growth chez Penny Lane. Pour la petite histoire, j'ai bossé avec Camille par le passé et du coup maintenant je bosse avec Aubin. Donc, tu fais le trait d'union. Exactement. Exactement. C'est notre enfant. Ils m'ont tout appris. Et donc du coup, pour Penny Lane, on a un éditeur de logiciels qui est deux logiciels. Du coup, un pour les TPE-PME pour faire de la compta internalisée et un logiciel de facturation, gestion de trésorerie et pas mal de choses pour gérer votre finance. Et pour les experts comptables, pour aussi gérer l'ensemble des sujets pour les experts comptables. Je pitch pas hyper bien, mais encore tôt. Et voilà, je gère une équipe de 7-8 personnes qui s'occupe de l'acquisition en ligne, du site internet et d'une petite partie opération pour faire le passe-plat entre le marketing et les sales. Bonjour à tous, Aubin. J'ai 28 ans, je suis arrivé chez Penny Lane il y a 4 ans. À ce moment-là, on était 50 dans la boîte et 5 commerciaux et une personne au marketing. Et on avait 500 clients. 4 ans plus tard, on est une centaine de personnes en sales, en marketing et on a 200 000 clients. Et donc, ravi d'être là ce matin pour essayer de vous dire un petit peu ce qu'on a réussi, mais aussi ce qu'on a raté. C'est peut-être encore plus marrant et en si bonne compagnie. Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, je peux confirmer que Penny Lane est une solution vraiment intéressante. On l'intègre, alors pas encore Electra, mais en tout cas, on intègre Penny Lane. Une question qu'on peut se poser tout de suite, c'est en quoi finalement les équipes marketing et sales, selon vous, sont plus ou moins indissociables en réalité, malgré ce qu'on peut se dire au préalable. François, si tu veux commencer. Pour moi, c'est vraiment une continuité. J'aime bien parler d'équipe revenu d'une manière générale et voir le revenu dans sa globalité. Ça commence du coup au marketing par les premières interactions entre un prospect et votre entreprise. Et je réfléchis souvent à ce que j'appelle le parcours prospect. Ça veut dire qu'il faut avoir une continuité entre le message que vous allez faire passer sur votre site internet, sur vos publicités ou sur les emails que vous avez de prospection, enfin voilà, peu importe votre canal. Et en fait, on va générer du lead pour les sales. Et en général, l'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité dans le discours, ce que je disais, pour que les premiers sales puissent continuer avec ces mêmes verbatims. Et il faut avoir la vision, à mon avis, jusqu'au même au CS où eux vont s'occuper de l'activation, de l'onboarding et même de l'upsell derrière. J'aime bien avoir cette vision un peu 360 du revenu qui est importante et de pas voir ça de manière silotée avec plusieurs équipes qui ne parlent pas ensemble. Effectivement, c'est intéressant de voir que ta vision, c'est effectivement d'avoir ces deux équipes-là, même physiquement ensemble, et c'est un vrai enjeu. Et du coup, comment on structurerait cette équipe-là, selon toi, Camille, par exemple quelle serait la meilleure structuration possible en tout cas, chez vous, comment ça s'est passé? Ouais. Alors, chez Electra, c'est un peu différent. On est structuré de manière différente. On ne travaille pas nécessairement avec l'équipe revenu en direct, puisqu'on n'a pas de génération de leads, etc. En revanche, quand on travaillait chez Cheers, avec François, effectivement, on travaillait ensemble, en étroite collaboration, dans les mêmes bureaux. C'est hyper important d'avoir deux équipes qui parlent au quotidien. D'être alignés sur la même stratégie, de changer les outils, les discours au fur et à mesure de la stratégie de l'entreprise. Ça me paraît assez essentiel d'être très proche et d'avoir les mêmes OKR, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais voilà, d'avoir les mêmes objectifs globaux en tous les cas. Et peut-être pour rebondir là-dessus, c'est proche dans les routines, etc. Mais chez Penny Lane, à un moment, les équipes marketing et sales étaient à 2 endroits vraiment séparés des bureaux. Je sais pas, on n'a pas des si grands bureaux, mais c'est peut-être 50 mètres. En tout cas, on n'était pas à côté, on se parlait pas, et surtout le marketing n'entendait pas ce qu'on faisait. Ça peut suffire. Hein. Et c'est vrai. Et là, on a réorganisé les bureaux pour plein de raisons, mais aussi parce qu'on voulait que les sales, on soit entre le marketing et le support commercial pour entendre ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Et les équipes de François, ils passent pas mal de temps aux côtés des équipes commerciales pour écouter le type de clients qu'ils nous envoient,
la réaction qu'ils ont, et puis aussi les verbatims de nos clients pour brander derrière ce qui se passe sur le site. Donc c'est pas juste des routines, des OKR en commun, etc. Même si pour moi c'est la partie hyper importante, mais il y a aussi du qualitatif qu'on remplacera jamais par des réunions qu'on a mis en place là depuis un an et qui marche plutôt bien. Ça va, du coup, j'enchaîne sur une question qui, je pense, qui intéresse pas mal de monde, c'est la notion de motivation d'équipe, justement. On a beaucoup parlé de ça, justement, tous les trois en préparant un peu cette table ronde. Pour vous, c'est quoi les secrets un peu de la motivation des équipes et comment est-ce qu'on peut réussir à rester motivé justement, en écosystème un peu revenu, comme tu disais, toi, François? Garder une équipe motivée, c'est pas évident, parce que c'est un métier qui est pas facile. Sales, dans la partie sales, il y a plusieurs métiers. Il y a les SDR, il y a les commerciaux, il peut y avoir les key accounts. Enfin, Est-ce que tu peux préciser SDR peut-être pour les gens qui savent pas? Oui, pardon. SDR, c'est une équipe qui s'occupe de la prospection. Donc c'est vraiment du cold calling. Donc c'est potentiellement tomber sur des gens pas très sympas, très pressés, qui ne veulent pas du tout nous écouter parce qu'ils ont le 15e appel de la journée. Non, c'est vraiment pas facile. Je pense ultra formateur. On est, à mon avis, tous d'accord pour le dire. Mais c'est pas simple. Donc pour moi, la première motivation, c'est d'avoir une équipe extrêmement soudée, très collective, et avec beaucoup d'entraide. En tous les cas, j'ai envie de dire. Après, il y a beaucoup d'autres choses, mais on va pouvoir les détailler après. Mais c'est vraiment pour moi le premier leitmotiv. Je sais pas, Aubin, si tu veux, mais... Ouais, nous on a essayé de pas théoriser ça, mais de le poser sur un bout de papier une fois avec les managers sales, etc. Et on a retrouvé un framework qu'on a bien aimé, qui sont les 5 F pour la motivation des sales. Puis on pourra revenir sur chacun d'eux. Le premier, c'est le fun, et peut-être dans les boîtes un petit peu jeunes, c'est un truc qu'on a tendance à oublier parce qu'on est focus sur avoir assez d'argent à la fin du mois, mais en tout cas, il y a le fun. Deuxième chose, c'est faire. Donc la justesse du système de rémunération, d'atteindre des targets, etc. Sinon on crée beaucoup trop de frustration. Le troisième, il est très simple, c'est le fric. Quatrième, on l'oublie beaucoup aussi, c'est se former. Et en fait, ça passe pas forcément par des énormes plans de formation et des consultants externes qu'on paye 100 000 euros. C'est juste, vous, Head of Sales ou CEO, vous prenez 45 minutes par sales chaque semaine pour faire une écoute de call sur un mojo ou se poser à côté de lui pour écouter les calls. En fait, c'est hyper important. Et le dernier, c'est fit, en anglais, l'exploit, quoi. Donc ça veut pas dire mettre des targets qui sont impossibles à atteindre, mais c'est se mettre dans un état d'esprit de jamais rater une target et d'aller créer cette culture de réussir l'impossible en permanence. Et je pense que ça passe pas mal aussi par vous, les premiers sales, les CEO, etc. Nous, c'est une culture qu'on a créée depuis le début chez Penny Lane, où le vendredi 30 septembre à 22h, on avait encore le head of sales qui passait des coups de fil à un camping et qui disait vas-y, signe, il y a 50 personnes qui attendent la dernière signature du mois pour réussir l'objectif. Tout le monde accrochait à son ordinateur. Et donc ça, c'était il y a 4 ans. En fait, cette culture, on l'a gardée et ça a été transmis à tous les lieutenants, puis les managers, etc., qui aujourd'hui conservent ça. Et un truc qu'on répète souvent aux new joiners qui nous rejoignent, qui disent comment on fait les targets, etc., etc. En fait, sur 36 mois, les 36 derniers mois, on a raté une fois la target. C'était un traumatisme pour nous tous. Mais parce que c'est pas rare du coup qu'à 22h le dernier jour du mois, on soit tous en train d'appeler les derniers clients parce que cette target collective qui nous paraissait impossible il y a 6 mois, en fait, on est peut-être en train de la faire. Et je pense que tu recommences le mois d'après, certes, la target elle est à 0, mais tu t'es dit, ok, on a prouvé qu'on était capable de faire un truc de ouf, il n'y a plus rien qui nous fait peur, et puis on recommence le mois d'après, peut-être encore plus haut, et on prend confiance comme ça. J'aurais envie d'ajouter un 6e F, si t'es d'accord. C'est le feedback. Ouais. Hyper important d'avoir un feedback manager, sales manager, vraiment dans les deux sens. Pour nous, en tous les cas, chez Electra, pour moi, c'est primordial. Donc on a les 6 F à bien retenir, hein. On fera un petit test à la fin. Très intéressant pour le coup. Et comment est-ce qu'on peut justement concrètement faire en sorte de créer cette dimension de tous s'y mettre. On va parler un petit peu après effectivement de la notion de revenus plus précisément et de modèle de rémunération bien sûr. Mais en dehors de la partie rémunération, comment est-ce qu'on arrive à créer cette logique un petit peu tu me parlais de quelques idées, François. Pour moi, il y a un énorme enjeu aussi de transparence et de emmener ses équipes sur un objectif commun et donc d'être clair sur où est-ce qu'on veut aller. Savoir embarquer ses équipes, je pense que c'est quelque chose qui est primordial pour pouvoir vraiment avoir cette énergie collective. Je crois beaucoup que ça passe par de la planification aussi, mettre des OKR, donner une direction. Et puis après, c'est sur le chemin, beaucoup de feedback. Je suis assez d'accord avec Camille. Moi, c'est vraiment la vision, essayer d'embarquer mes équipes et de donner de peindre un objectif qui soit clair et atteignable.
Effectivement, en préparant un peu tout ça, on parlait un petit peu de carrière pass, on parlait de culture de boîte. À quel point tout ça c'est important pour vous et surtout pour les équipes derrière de stick à tout ça. Chez Electra, on met en place un carrière pass. Ouais. L'équipe People y travaille en ce moment, c'est vraiment un gros enjeu 2025 pour nous. On a fait un POC dans l'équipe expansion France. Ça a été très apprécié par les BizDev qui ne savent pas forcément où ils vont, ce qu'ils vont faire après. Une fois qu'on aura tous les fonciers, bon, on n'en est pas là, hein, mais ils ont une vision un peu à 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on a créé vraiment un carrière pass avec des levels à atteindre, avec une posture à avoir, avec des soft skills, des hard skills à avoir, à connaître pour passer au level supérieur. Et ça leur permet d'avoir une trajectoire, de savoir où ils vont, de savoir sur où ils doivent s'améliorer. Et assez important pour avoir une vision un peu claire de où on va, parce qu'en fait la stratégie change beaucoup, la stratégie change tout le temps. Je suis arrivée il y a 3 ans chez Electra, on était 30, on est 260 aujourd'hui, présents dans 9 pays, ça va hyper vite. Et c'est assez facile de pouvoir se perdre en chemin, et certains plus juniors sont un peu stressés de l'avenir et ne savent pas où ils vont aller. Donc le carrière pass pour nous est assez essentiel, surtout je pense d'autant plus pour une équipe commerciale. Et je complète, tu as mentionné Benjamin sur la culture. Nous, c'est un truc auquel on attache énormément d'importance, pas seulement la culture de la boîte et les valeurs qu'on a posées sur une slide un jour et mettre sur notre site internet, mais c'est aussi tous les rituels qu'on a dans l'équipe, nos petites blagues qu'on a entre nous. Je crois qu'Amy, tu as un exemple sur les croquetas. Tu vois. On avait dit qu'on n'en parlerait pas de celle-là. Mais en tout cas, les petits trucs que je vais vous partager. Un que nous, on a dans l'équipe sales, c'est par exemple donc nos sales, ils vont récupérer, leur but, c'est d'aller migrer les SMEs, donc les TPE PME, depuis les cabinets comptables. À l'époque, il y a 4 ans, les cabinets comptables nous envoyaient leurs TPE PME une par une. Puis un jour, il y a un cabinet comptable qui nous dit j'en ai marre de vous envoyer une par une, je vais vous envoyer un gros fichier Excel et puis vous allez vous débrouiller. Maintenant, tout le monde fonctionne comme ça. Et un sales a dit je vais y aller chez ce cabinet là et je vais aller récupérer comme un commercial ma mallette remplie de clients. Et ce truc il est resté, et aujourd'hui on parle de mallette en permanence. Donc ça vous parle pas du tout, mais c'est ces mini cultures de fun, ces petits trucs qu'on a qu'entre nous, qu'on a recréé dans l'équipe sales, avec plein d'autres rituels que je vous invite vraiment à créer et à transmettre aussi à toutes les personnes que vous allez recruter, parce que les 3-4 premiers sales, ça va être des entrepreneurs, ça va être des personnes qui vivent la boîte autant que vous, qui sont prêts à faire le fameux vendredi jusqu'à 22h pour aller signer le camping, etc. Mais comment vous faites? Ce que je trouve dur, moi, c'est comment vous faites une fois que vous passez de 5 à 10, de 10 à 50, pour garder cette culture du win, etc. Mais en tout cas, je vous conseille d'énormément travailler dessus. C'est ça, qui nous a permis, je pense, de réussir, en tout cas, jusque-là. Il y avait une notion de félicitation aussi, tu sais, on en avait parlé. Célébrer, ouais, célébration. Bien sûr. C'est le 7e F, félicitations. Ouais, ça peut être le 7e F. On arrive jusqu'à 10 ou on fait un petit challenge? Je crois que vous avez ça aussi chez Pennyline, mais nous chez Electra, quand on sécurise un site, chaque BD qui sécurise un site sonne une cloche qui s'entend dans toute la boîte, et tout le monde applaudit, tout le monde le célèbre, tout le monde est hyper content parce que ça y est, on a un site en plus, un super foncier sur lequel on va installer une station, une fois de plus pour mailler la France, avoir un réseau de qualité, etc. Donc la célébration est vraiment importante, je trouve. Et sur ça, je pense que par le passé, j'ai bossé chez Agicap, en SaaS aussi une fintech, et là, on avait même sur certains deals les growth qui avaient sourcé les deals, le SDR qui avait fait la qualification et l'AE qui avait closé, qui allaient tous ensemble sonner la cloche. Et je pense que ça montre bien le fait que tout le monde soit dans le même bateau et qu'il y avait vraiment cet esprit de collectif sur ces deals. Effectivement, je le constate aussi. Célébrer, c'est crucial. Ça peut paraître rien, mais c'est crucial. Réellement, d'avoir des moments de célébration, des vrais moments, des rituels de célébration, c'est très important. Et du coup, pour parler un peu plus modèle de rémunération, chaque équipe, évidemment, chaque entreprise a ses modèles de rémunération, mais est-ce que vous avez pu vous constater, du coup, peut-être Camille, toi, en interne, comment est-ce que vous organisez sur la partie rémunération du marketing et des sales? Je vais parler pour les sales. Globalement, chez Electra, on a tous un fixe et une prime. Avec des OKR à atteindre pour avoir cette prime. Dans l'équipe sales, la prime est importante pour tous. Elle est divisée en plusieurs parties. Il y a une partie quanti, donc nous c'est des sites qu'on va targeter. Donc voilà, il y a un nombre de sites à targeter par BizDev, etc. Et je pense qu'il faut pas oublier la partie quali. Les soft skills, c'est vraiment hyper important aussi. Ça leur permet de progresser. Et je pense que c'est très important de les valoriser. C'est pas parce qu'on est commercial qu'on n'a pas du soft skill à valoriser. Et on a aussi une ligne commune à l'ensemble de la boîte qui
liées aux revenus de nos stations, pour le coup, donc au chiffre d'affaires, hein, clairement, qu'on dégage au global chez Electra. On a tous cette ligne, absolument toutes les équipes de tous les pays. Donc certains, comme notre équipe, on n'y est pas pour grand-chose si on foire. Mais en même temps, c'est collectif, c'est sympa. C'est une petite ligne en plus qui peut avoir un petit accélérateur, qui peut se déplafonner si on surperforme. Donc ça, c'est génial. Alors, on va parler de croquetas éventuellement, mais... Mais les OKR, c'est hyper important pour avoir une ligne directrice. Chez Electra, ou en tous les cas dans notre équipe, on les regarde pas à la louche. On met des petits accélérateurs, on permet d'avoir des petites croquetas. Quand il y a des targets qui sont très très difficiles à avoir, elles pourraient en tous les cas compter double, compter fois 1,5, j'en sais rien. Pour motiver encore plus les équipes, pour faire en sorte que ces OKR soient atteignables, il faut qu'ils soient mesurables, atteignables et à la fois ambitieux. Donc c'est pas toujours facile de les mettre en place parce qu'on peut facilement se planter d'un quarter à l'autre, enfin avec des vacances, des ponts et je t'en passe et des meilleurs, c'est pas toujours facile. Et en même temps, on a une target à la fin du quarter et même à la fin de l'année à atteindre. Donc voilà, on peut mettre en place des petites accélérations. Justement, tu évoquais justement cette partie de prime collective, c'est vrai que c'est très important, je trouve, et je l'ai pas vu beaucoup, pour le coup. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi, du coup, d'avoir ce genre de prime-là Alors, nous, en tout cas, dans notre équipe, on n'en a pas. Par contre, moi, je donne une partie du variable de mes équipes sont indexées sur le MRR généré par Penny Lane. Et c'est hyper important pour moi que les personnes qui génèrent des leads dans l'équipe se pose pas juste la question de combien de leads j'ai envoyé et du fait que j'ai fait mes objectifs en nombre de leads envoyés aux sales, mais qu'il y a vraiment la question de la qualité, du taux de transformation, qu'on accompagne les sales sur quel discours qu'on doit leur donner, comment, enfin voilà, et vraiment d'avoir une vision sur l'ensemble du funnel. Alors bien sûr, un sales qui est malade, qui fait pas ses perfs, exactement comme disait Camille, il y a plein de raisons qui font que c'est pas aussi prédictible qu'on le souhaiterait, mais je pense que ça pose vraiment un alignement de toutes les équipes. Et en fait, le plus simple, c'est quand même d'aller sur la top line. Et puis après, forcément, on essaie de breakdown et que tout ne soit pas uniquement sur le revenu. Mais c'est hyper important pour moi que tout le monde soit incentivé sur la partie MRR. Et pour compléter, sur les moteurs de motivation, sur les primes notamment. Donc là, on fait appel à 3 DF qui sont le fric, le fit, l'exploit et faire la justesse du truc. Fric, j'en parle pas, mais je pense que c'est une bonne chose que les sales qui réussissent très bien gagnent très bien leur vie. C'est pas là où il faut faire des économies de bout de chandelle. Un excellent sales peut vraiment changer la donne. Donc nous on est plutôt dans l'optique qu'un sales très bon, on va très bien le payer, et un sales moyen ou pas très bon, on va avoir les bons mécanismes pour pas rester avec lui trop longtemps. Et par contre, le truc qui est important, c'est bien sûr le fit et que donc l'exploit et dire en fait lui les targets au début du mois elles sont dures à atteindre, mais en fait on va vous prouver qu'on va y arriver tous ensemble. Mais le truc qui est hyper important, c'est ce côté fairness, et c'est peut-être le point le plus important dans un système de variables. Il faut que deux choses. D'une part, le sales il soit en mesure de l'atteindre, mais que ça repose sur lui. Si on fait une target qui est trop indirecte, qui repose sur trop de personnes, c'est hyper frustrant parce que le mec il peut bosser et si chaque effort est mal récompensé, sur le long terme, ça crée énormément de frustration et du coup, c'est plus juste. Donc, on passe à côté de se faire. Et la deuxième chose, il faut bien sûr que ce soit atteignable. Donc, c'est trouver le juste balance entre l'exploit, fit et fairness, la justesse. En préparant, tu disais justement que le sales doit avoir un impact direct sur ses targets. J'ai trouvé que c'était assez juste et pour le coup, c'est difficile à mettre en place, mais c'est très bien, je trouve, d'avoir ce genre d'approche. Juste pour rebondir là-dessus, un exemple, je vous parlais des échecs qu'on a eu aussi chez Penny Lane. On a aussi des SDR, donc des personnes qui qualifient les deals et qui les envoient à des sales plus seniors qui vont signer les deals. Et à un moment, on a incentivé nos SDR, donc ces personnes un peu plus juniors qui qualifient les deals, sur la réussite du deal au final. Et donc ça passait par 1 ou 2 mains après eux. Mais en fait, c'était beaucoup trop indirect parce qu'il se passait peut-être 1 mois avant que le deal signe. Si le deal foirait, ils disaient mais c'est le sales, il a été naze, etc. Horrible. Donc on a arrêté ça et on les a incentivés sur vraiment sur quoi il pouvait avoir un impact. Est-ce que tu as envoyé en démo un deal qui était suffisamment qualifié, avec les bonnes notes, et qui connaissait Penny, il avait envie de payer, avait un vrai problème. Pour peut-être passer sur la partie outils, alors on a vraiment un topic dédié sur la partie outils, mais rapidement, est-ce que selon vous, justement, la partie outils sert à l'alignement ou finalement c'est juste indispensable en tant que tel et basta quoi. Peut-être Camille, je crois que tu avais un avis bien clair sur le sujet, sur l'outil, je crois. L'outil est indispensable. Ouais. On est tous. D'abord, on parle de quel outil déjà ? Alors nous on utilise HubSpot.
Surtout un CRM en tant que tel, mais effectivement, HubSpot voilà. en particulier. Non, mais je parle d'HubSpot parce qu'ils sont très présents. Mais voilà, un CRM, clairement, c'est indispensable pour pouvoir travailler collectivement, pour pouvoir prendre le relais quand il y en a un qui n'est pas là, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir vérifier si la formation est bonne, pour plein de choses en fait. C'est vraiment un outil de suivi indispensable en tant que tel, quoi. Et pour travailler en équipe avec les équipes revenues notamment, évidemment. Je pense que alors les multitudes d'outils chez les sales et le marketing, il y en a pour absolument tout, mais moi aussi un autre outil qui est pour moi hyper important, c'est Mojo, ce qui est de réécouter les calls. Je demande souvent aux gens dans mon équipe d'écouter des calls, de SDR de nous envoyer des calls, comme on écoute aussi les calls qui sont en tout cas les SDR qui les passent à côté de nous. Et je pense que ça donne aussi une vraie culture à la boîte sur entendre les verbatims de nos clients et de nos prospects. Et notamment, moi, je regarde beaucoup quand il y a un prospect qui parle énormément, qui raconte sa vie, son day-to-day. Et ça, c'est des choses, une école que j'essaie de redonner, notamment aux personnes qui arrivent dans l'équipe, parce que je pense que c'est un très bon moyen de comprendre qui sont nos prospects, à qui est-ce qu'on vend et quelles sont leurs problématiques. C'est aussi un outil que j'affectionne particulièrement. Du coup, on va peut-être passer sur la partie do et don't. Ce que vous recommandez vraiment d'avoir absolument. On parlait un peu de BSPCE, ce genre de choses. Un peu vos bonnes pratiques à picorer comme ça et à reprendre, ou des choses justement à ne pas faire du tout, ou à éviter le plus fortement possible. Ce serait quoi peut-être faire un petit tour de la table. On va commencer par Robin qui a pas eu la parole. Allez. Dans les 12, on a parlé de mettre l'équipe sales et l'équipe marketing très proche. De créer des routines avec eux, etc. Je reviens pas dessus. Le deuxième, c'est effectivement sur les systèmes d'incentive. On a parlé des targets, des variables, etc. Mais chez Penny Lane également, on est tous associés avec des BSPCE et je pense que ça contribue au succès. Juste pour préciser, tout le monde chez vous a des BSPCE. On en a parlé effectivement, mais c'est important de le préciser. C'est pas toutes les boîtes le font, et c'est intéressant d'avoir justement cette vision un peu très ouverte et très transparente finalement. Et je fais une mini parenthèse sur les BSPCE, même si c'est pas le sujet. Important d'en filer, mais aussi important de les rendre liquides et d'avoir des événements de liquidité, pas juste le jour où on vend ou le jour où on fait une IPO, ce qui est quand même assez peu probable. Mais alors, pour l'instant dans la French Tech. Et donc, quand vous levez des fonds, etc. Faut que ce soit un vrai système d'incentive, vous êtes obligé de le rendre liquide à un moment ou à un autre pour pas que ce soit une promesse qui soit un peu vaine. Et dans les don'ts, je pense que les plus grosses erreurs qu'on a fait chez Penny Lane, c'est quand on a commencé à faire des plans sur la comète sans nous essayer de faire les choses avant, que ce soit avec les founders ou les premiers sales, etc. C'est là où on va être tout à la forêt, où on a pris un Excel, on a tiré les lignes, on s'est dit ok, fin d'année on va être 10 dans cette équipe, même si aujourd'hui on est 0. On sait pas exactement comment on va faire, on va recruter des gens et puis on va les mettre à ce poste. Ça va failer. C'est le truc qui marche pas c'est le moment où on se brûle les ailes. Et donc moi je vous invite à faire vous-même en premier, à créer le modèle, à voir si en fait est-ce que c'est suffisamment rentable de passer du temps là-dessus, le speech au client, etc. Et puis une fois que vous êtes sûr de vous, vous le scalez. Ça paraît enfoncer une porte ouverte quand on est dans des boîtes seed Series A, mais rapidement quand vous avez commencé à lever, etc. On peut très vite se brûler les ailes, je trouve. Moi, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est hyper important, c'est la capacité d'itérer. Pour moi, surtout dans des entreprises early stage, c'est hyper important de pouvoir être agile et de pouvoir toujours réessayer des choses, modifier, se donner du feedback. Enfin, je pense que ça revient aussi avec pas mal de choses qu'on a dit, mais moi, j'ai vu que les boîtes, d'expérience, les boîtes qui arrivent à vraiment bien réussir, arrivent à itérer jusqu'au moment où elles trouvent vraiment un canal qui marche, quelque chose et le succès, ça se sent. Il y a plein de data qui vont vous dire ça, mais c'est avant tout quelque chose qui se sent dans l'entreprise. Et de là, après, aller full sur qu'est-ce qui marche et se concentrer là-dessus. Mais je pense que ce qui est important, c'est itérer. Et même nous, aujourd'hui, quand on lance une nouvelle feature, on n'est pas sûr de quel est le bon wording, quelle est la bonne organisation, quels est les bonnes people. Et c'est hyper important pour nous de toujours rester à innover et à itérer. En do, je suis très alignée avec tout ce que vous avez dit. Moi, j'aurais envie de rajouter un petit élément. Chez Electra, parfois, il y a des moments, dans les équipes sales au global, il y a des moments de donne un peu où on n'arrive pas on est dans une petite période, j'allais dire, entre guillemets, creuse, ou en tous les cas, une période un peu maussade où les sales peuvent se démotiver parce que c'est la fin de l'année, c'est la fin du quarter, on est fatigué, c'est plus compliqué, on a une concurrence qui est difficile, de plus en plus dure. Et dans ces cas-là, chez Electra, on le fait plusieurs fois dans l'année.
On se rassemble tous dans une pièce et on passe des calls tous ensemble. Il n'y a pas que des sales, il y a aussi d'autres personnes de d'autres équipes. On fait un petit appel général qui sont motivés, qui ont envie de nous aider, qui ont envie de. Donc en général, on se marre pas mal. On a des objections cocasses, on en reparle après, etc. Et en fait, ça remet un peu de sang neuf, ça remet un petit coup de boost. C'est hyper collectif, tout le monde s'y met et ça donne un espèce d'élan de motivation qui est hyper sympa. Enfin, vraiment, c'est sympa. Donc, je vous recommande quand les équipes celles sont un peu essoufflées, essayez ça. Enfin, moi, ça m'amuse beaucoup en tous les cas. Et je trouve et je pense que tout le monde est assez aligné chez Electra pour le dire. C'est vraiment chouette. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Chez Hitch, on faisait des appels aux chauffeurs. Un peu tout le monde devait le faire dans la boîte. C'était intéressant dans ce goût-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions justement pour Camille, Aubin ou François? Ouais. On va passer juste quelques... Peut-être un micro, voilà. Et on va passer sur 5 à 10 minutes de questions. Bonjour, Philippe Perrin, Inquisit. Nous, on est dans la phase un peu amont par rapport à vous. Vous êtes déjà structuré avec pas mal d'équipes sales. Vous avez une expérience justement de la phase d'avant, c'est-à-dire comment finalement créer une équipe sales, quels sont les enjeux de cette croissance en fait, de partir d'un fondateur et ensuite d'incrémenter. Si vous avez des conseils, c'est toujours bien, toujours agréable. Mon premier point, c'est sur le recrutement. Il faut que vos quasiment 100 premiers employés, ce soient des entrepreneurs. Enfin, dans le mindset, si vous voulez pouvoir déléguer, il faut qu'il y ait des gens qui soient aussi capables de créer, de porter une vision. Et moi, je sais que j'ai eu pas mal d'expériences en plus petites boîtes et sur des fortes croissances. Et moi, c'était une des choses qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le mindset des premiers employés qui est hyper important. Enfin, moi, quand je suis arrivé, on était 3-4 commerciaux au total. Et il y avait pas parmi eux pas mal d'entrepreneurs, mais aussi quelques-uns qui étaient juste les bonnes personnes pour les 2 prochaines années, en fait. Et je sais pas si à ce stade, je sais pas si je te conseille de recruter tes head of sales dans 5 ans. Si tu l'as dans un coin de la tête, je pense que c'est bien parce que parmi les 3-4 avec qui j'étais, il y en a 2 qui aujourd'hui dirigent la moitié des équipes commerciales. Et donc, c'était les bonnes personnes qui étaient ces entrepreneurs, etc. Mais aussi parmi eux, tu en avais qui n'ont pas scalé avec la boîte ou qui sont restés sur des postes d'individual contributeurs. Et en fait, c'est très bien aussi. Donc, je pense qu'il faut se déstresser aussi sur les enjeux qu'il y a. Garder cette ambition hyper forte sur le recrutement et de recruter des personnes excellentes qui probablement demain seront les managers et les leaders. Qui aussi vont t'aider à construire le pitch de vente, qui vont t'aider à évoluer sur ton attaque du marché, ton go-to-market, etc. Mais en fait, c'est pas grave s'il n'y a pas que des leaders. Alors, on va peut-être passer le micro. Ouais. Bonjour, Karim Otmani, Skills. Alors moi, j'ai des questions qui sont vraiment plus liées au modèle de rémunération et au pay-plan. 3 points. Quel est à peu près votre split fixe-variable sur une base d'atteinte des objectifs? Est-ce que les plans de rémunération sont déplafonnés pour un top performer, comme Aubin l'a expliqué? Et est-ce que vous avez des systèmes aussi un petit peu de garantie pour les premiers mois, pour qu'on fait de l'onboarding, le temps de construire un petit peu le pipeline des sales? Le split, c'est très aléatoire. C'est vraiment très aléatoire, mais pour un BD junior, le variable, ça peut représenter une grosse partie du salaire quand même global. Le split dans l'OKR, pour la prime dans l'OKR, je dirais qu'il y a 60% de quanti chez nous, à peu près. Et le reste, c'est du soft skill. Et il y a 10% de l'objectif revenu qui est collectif. Je vais pas reparler du soft skill, mais pour moi, c'est vraiment important de le garder. C'est déplafonné. Le quanti est déplafonné. Il est souvent déplafonné. Donc finalement, sur l'année, ça se lisse. Les BD ont globalement leur prime. La plupart ont vraiment leur prime, voire plus. Je trouve que c'est hyper intéressant la partie incentive sur le qualitatif. Nous, on aurait bien aimé le mettre en place, mais on a trouvé ça trop dur à mesurer, mais j'adorerais pouvoir le faire. Du coup, chez Penny Lane, c'est uniquement basé sur du quantitatif, atteindre des objectifs. C'est bien sûr déplafonné. Et donc, on a des sales qui peuvent faire des salaires de cardiologue de temps en temps. C'est le plus se faire possible, comme je l'ai dit. Et on a une prime d'équipe également. Et en ce qui concerne le ratio, on est à peu près sur du 50-50, 50% fixe, 50% variable sur toutes les équipes. Et nous, c'est un peu plus l'inverse, c'est plus Ouais, non, remarque, c'est du 50-50 à peu près pour tout le monde. Non, j'ai pas répondu à celle-ci. Ouais, variable garantie systématiquement le premier mois pour tout le monde. Et target ajusté
pendant la phase de ramp-up qui peut durer entre 2 et 6 mois selon la catégorie de sales. Et donc un sales typiquement qui a besoin de construire son pipe, lui il va avoir sur son deuxième mois 20% de la target d'un sales plus senior, qui est là depuis plus longtemps, et avec le même système d'accélérateur, décélérateur que les sales plus seniors. Donc quelqu'un qui est arrivé depuis 3 mois peut faire une prime aussi grosse que quelqu'un qui est là depuis 6 mois. C'est beaucoup moins rentable pour la boîte, mais c'est aussi un pari sur l'avenir. Et pour aller plus loin, il y a un livre blanc qui est vraiment bien fait de Cobra, qui est un outil de gestion des variables des commerciaux. Ils ont écrit un livre blanc sur toutes les façons, les meilleures façons d'incentiver leur sales. Je pense que ça vaut le détour. Juste pour ajouter, nous, l'OKR, il est aligné aussi au Career Pass en fonction du level. On a junior, associate, senior, expert. Et en fonction du level, en fait, les objectifs sont différents. Donc c'est vraiment, on essaie d'avoir un alignement complet aussi au niveau RH avec l'équipe People. Je pense, Odin, vous avez parlé à propos de la culture de Win. Est-ce que vous avez des types pratiques pour nous, pour le day-to-day de la boîte, comment créer cette culture de Win entre les employés de sales? Vous avez peut-être parlé d'un target collectif ou quelque chose comme ça, mais est-ce que vous avez d'autres conseils pratiques pour le day-to-day? Je pense que ça passe par deux choses. C'est quand ça marche pas très bien, les choses où on n'est pas dans le win, c'est beaucoup axé sur le feedback, comme ça a été beaucoup dit. Et nous, on est on bosse beaucoup avec Mojo, François Assouigné, où on réécoute les calls, on fait des feedbacks et dans les objectifs de tous nos managers. Mais avant, c'est l'objectif du head of sales, avant, c'est l'objectif du CEO, de passer du temps à écouter les calls au moins un par semaine, de faire des feedbacks, etc. Ça, c'est quand il y a des feedbacks à faire d'amélioration. Et par contre, et donc ça, c'est plus en privé, en one-one ou avec l'outil Mojo, etc. Et par contre, la culture du win, on l'a surtout construit avec les célébrations. Tous les lundis matins, comme vous tous, j'imagine, on a notre weekly kick-off de l'équipe sales. Dans ce weekly kick-off, à la base, on donnait les informations, on donnait les objectifs de la semaine, etc. Aujourd'hui, la moitié du temps du weekly, c'est choquant, mais c'est vrai, est passé sur ce qu'on appelle les dédicaces, et où on met en avant les personnes qui ont réussi des choses particulièrement fortes la fois précédente. Et ça va être le SDR qui a pris le call en espagnol et il nous a tous impressionnés dans le bureau. Ça va être le gars qui allait sur un congrès à Nantes un mercredi matin pour aller vendre Penny Lane. Ça va être celui qui a fait une démo exceptionnelle. Ça va être celui qui l'a joué super collectif sur ce deal-là en disant moi je me sens pas assez senior pour le traiter, je le file à mon pote qui est meilleur, etc. Et en fait, en mettant en avant les comportements exceptionnels, tu crées cette culture du win. Et évidemment, en fin de mois, quand on réussit les choses qu'on pensait inatteignables, etc., faut vraiment prendre le temps de célébrer et pas du tout se mettre dans l'optique de voilà, la jauge elle est repartie à 0, on recommence, mais vraiment passer du temps sur vous vous souvenez là, il y a 10 jours on était dans la merde, on était à 50% de la target, il nous restait 8 jours ouvrés, c'était horrible, etc. En fait on a eu telle personne qui s'est bougée, on a eu tel truc exceptionnel qui s'est passé, et voilà, on peut y arriver. C'est un peu l'américaine comme ça, mais ça fonctionne. Non, on fait la même chose et on fait aussi la même chose dans le négatif entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va traiter les pain points. C'est quoi vos pain points? Quelles problématiques vous rencontrez pour closer votre deal? Pourquoi? Comment? Et on est tous autour de la table et on essaie de trouver des solutions. Ok, la next step, ça va être ça, on t'encourage à faire ça, il va se passer comme ça, etc. Et après, on gagne et on se félicite. Dernière question, effectivement. Juste la dernière. Bonjour à tous. J'ai une question sur comment les équipes sales et market travaillent ensemble. Et spécifiquement, si vous savez, de meetings sales market et comment les rendre efficaces. Alors moi, j'ai deux types de meetings. Je vais même plusieurs, mais je vais vraiment avoir les retours qualitatifs, plutôt avec les sales, les head of sales, les gens qui font les one-to-one, comprendre est-ce que c'est des problèmes de process, de qualité de lead, mais vraiment du ressenti. Et puis après, je vais avoir des meetings qui sont beaucoup plus analytiques, donc par exemple avec Aubin, et d'ailleurs même avec les head of sales, où là je vais essayer de vérifier que les chiffres corroborent ce qui a été dit. Mais je pense qu'il y a une vraie mécanique là-dessus, et vraiment les deux sont hyper importants. Et aussi quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, c'était vraiment le fait d'être physiquement ensemble. Moi, j'aime bien dire souvent que je sais que mes commerciaux ont un mauvais lead juste à la tête qu'ils font quand ils sont en train de passer un coup de téléphone. J'ai eu ça avec Camille pendant longtemps. Et pour moi, ça revient aussi sur ce que je disais sur l'itération et ainsi de suite. C'est comment est-ce qu'on
on comprend ce qui se passe, voilà, à la fois qualitativement, quantitativement, et qu'on met en place des choses rapidement pour trouver des solutions et avancer. Merci beaucoup à tous les trois. On va se revoir juste après. On va passer.